Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 25 janvier 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, la ville de Pont-Rouge adopte un budget de 15 millions de dollars et prévoit 21 780 000 en immobilisation d'ici 3 ans. Pour nous en parler, nous accueillerons en studio le maire Ghislain Langlais. Mission accomplie pour le comité des fêtes du 150e de Pont-Rouge. Pour dresser un bilan, nous accueillerons en studio le président Michel Martel et le responsable de la programmation Mario Larue. Inauguration cette semaine des nouveaux locaux de la clinique de soins pour les anciens combattants qui souffrent d'un traumatisme lié au stress opérationnel. Samedi, au quai de Portneuf, se tenait la 15e course de la banquise. Et Karine nous fera part des informations culturelles et communautaires dans Portneuf-Jacques-Cartier. Bonne émission. La Ville de Pont-Rouge a adopté ce lundi soir, 22 janvier, ses prévisions budgétaires pour l'année 2018. Un budget équilibré qui se chiffre à 14 950 000 $, une hausse de 921 200 par rapport à 2017, équivalent à 6,6 % de plus. Le plan triennal d'immobilisation 2018-2020 a été adopté en décembre dernier et la Ville de Pont-Rouge prévoit investir 5,1 millions en 2018, 9,7 millions en 2019 et près de 7 millions en 2020. Pour en savoir plus, nous accueillons en studio le maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais. Bonsoir, M. Langlais. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Gros exercice cette semaine, justement, le budget. Effectivement, c'est quand même une période de l'année où il est quand même assez difficile à finaliser. Là, mais par contre, je veux dire, on peut dire qu'on récolte un peu le fruit de ce qu'on a semé durant l'année. Oui, parce que là, vous avez adopté ce budget avec le nouveau conseil. Là. Effectivement, avec mes nouveaux arrivants. Puis en même temps, les gens, je pense qu'ils ont apprécié la façon que ça a été présenté côté administratif, etc. Okay. On a fait un bon travail. On a quand même des gens d'expérience un peu antérieurement. Oui. Ces gens-là se sont greffés à nous puis ils font un excellent travail, les nouveaux arrivants. Dans quel esprit, justement, vous avez concocté ce budget 2018? C'est qu'on a fait en sorte, moi je dis toujours, il faut faire en sorte que lorsqu'on s'oriente vers des dépenses, il faut voir la capacité de payer de nos citoyens. Oui. Ça, c'est primordial. Pour moi, c'est une des priorités. C'est toujours garder le budget, je veux dire, le taux d'augmentation en bas du taux d'inflation. Si on parle de monnaie cette année, je pense que c'est à 2 ou 2,1 ou quelque chose comme ça. Près, oui. Chez nous, on a un budget à 1,6 %. Et quand même, avec des bonnes réalisations, puis en plus, c'est qu'on peut dire qu'on fait, je pensais justement à ça tantôt, on fait plus avec les mêmes choses qu'on avait auparavant. Okay. Tout simplement une politique de gestion qui a été établie, etc. Peut-être on en parlera un petit peu plus tard. Mais ce qui a été établi, c'est qu'à un moment donné,
on regarde toujours en fonction de la capacité de payer pour la municipalité comme telle. Oui. Autant côté administratif que côté les élus. Oui, on parle d'un budget d'à peu près 15 millions, c'est à peu près 900 000 15 millions, effectivement. Que 2017. Effectivement, c'est sûr que chaque année, il y a quand même des éléments nouveaux, puis il faut quand même que la ville continue à virer. Oui. En même temps, je veux dire, ça augmente aussi, à un moment donné, on regarde juste simplement le rallongement de rue, rallongement des trottoirs, etc., l'entretien, des plus, etc. Mais par contre, les gros montants s'expliquent assez bien en parlant de, à un moment donné, on peut dire que cette année, principalement, la Sûreté du Québec nous est arrivée avec un 200 000 d'augmentation. Bien, c'est ça, les autres étaient en négociation. Effectivement, puis, mais par contre, je veux dire, c'est que le ministère a fait en sorte que pour qu'on puisse l'accepter peut-être d'une meilleure façon, on est censé avoir un 100 000 de subvention, mais c'est pas encore définitif, c'est pas établi. On devrait avoir le 100 000 Par contre, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est peut-être les années futures. Parce que là, on vient de monter de 200 000, ça veut dire que cette année, on aurait monté de 100 000 en réalité. Okay. C'est 200 000 d'augmentation. S'ils nous avaient donné un 100 000 d'augmentation, puis un 50 000 d'augmentation, puis une subvention, bien, ça aurait peut-être été un peu moins difficile à avaler pour la population, absorber, effectivement. Ouais. On a aussi demandé le vidage des bassins. Le vidage des bassins. Le vidage des bassins, les eaux usées, qui, à un moment donné, depuis quelques années, les gens sont surchargés. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, c'est un montant de 200 000 qui va être investi là-dessus. On n'a pas le choix, c'est des choses qu'il faut faire. Ça, c'est dans le secteur hygiène du milieu? C'est hygiène et... hygiène du milieu qui correspond à votre budget à peu près 16 C'est effectivement les eaux usées, l'eau potable, etc. C'est pas partie de cette partie-là, effectivement. On a aussi l'entretien des routes, c'est qu'on a développé une façon de faire qui va faire en sorte qu'à chaque année, on ne sera pas obligé de... On va avoir un petit peu moins de surprise. On s'est mis un 100 000 par année de côté. À savoir pour l'entretien des routes, parce qu'on sait qu'à chaque printemps, on a quand même des entretiens de nids de poules, etc., mais ça va plus loin que ça. Seulement de fissures, etc., on a quand même des réparations à faire généralement. Plutôt que de tomber à un moment donné à chaque année à dire, bon ben là, c'était pas prévu au budget, c'est pas prévu au budget, on prévoit à un moment donné un montant pour absorber les dépenses du printemps à un moment donné. Et aussi durant l'année. Par exemple, l'année passée, on a eu un éboulement dans le brûlé qui a coûté peut-être 40 000 45 000. Oui, c'est des imprévus. C'est des imprévus qui font en sorte que quand tu arrives à la fin de l'année, il faut le calculer. Ils sont dedans, ils sont dans le budget. Ils sont dans les dépenses, effectivement. Aussi. On a aussi un année de développement économique. On a mis un 125 000 là-dedans pour. C'est des coûts reliés un peu aux installations, les infrastructures de la municipalité, mais aussi en même temps, ça devient pour être comme un incitatif au niveau des promoteurs de s'installer chez nous aussi en même temps. C'est des choses qu'il faut que la ville réalise pour faire en sorte que la ville continue à se développer au niveau côté économique, si on veut, dans le sens. Vous quand même dépensez pas loin de 25 de votre budget pour les loisirs et la culture. Effectivement. C'est quand même une particularité chez vous, ça. C'est ça, effectivement. Par contre, je dirais que c'est ce qui a fait un peu la réputation de Pont-Rouge aussi. Loisirs, culture, le sport aussi en même temps. Les gens viennent chez nous pour effectivement tout cet ensemble-là. Exemple, la qualité de vie. La qualité de vie de nos gens est, que je dirais, améliorée par rapport à ces infrastructures-là qui existent chez nous. Puis c'est primordial pour nous de continuer à conserver ces éléments-là parce que c'est ce qui fait un peu notre renommée à Pont-Rouge. Tout à fait. En termes de rôle d'évaluation, chez vous, vous en êtes où dans les 3 ans? Il me reste encore 1 an, je pense. OK, il vous reste 1 an. Donc, le nouveau rôle devrait... pas l'année qui vient, ça va être l'autre année. En 2019. Moi, je pense que en 2016, moi, je pense que je l'ai eu. Donc, je viens de l'absorber l'année passée, effectivement. Oui. Parlons peut-être maintenant du plan triennal d'immobilisation. Comment vous voyez ça? Cette année, vous prévoyez à peu près un 5,1 millions de dépenses. Dans quel secteur? On y voit un peu plus que ça parce qu'on a quand même le garage laborie municipal qui devait être réalisé l'année passée et qu'on a reporté à cette année. Ça, c'est à peu près 1 million, environ 1 million. J'ai la rue du Pont, le Grand Capsule, brûlé, la rue Saint-Charles, les infrastructures, puis refaire la route aussi en même temps, la rue du Pont-Est. Si on parle à partir de ce qui a été fait l'an dernier, à partir du chemin de fer, aller jusqu'au Grand Capsule. C'est une partie qui va se faire en neuf, ça, effectivement. On parle de 2 millions. Par contre, là-dessus, j'ai un programme qui existe qui va faire en sorte qu'il probablement va absorber, je dirais peut-être un 70 du coût. Ça va quand même pas si mal comme dépense, mais par contre, je veux dire, il faut toujours prévoir en fonction de si jamais on n'avait pas les argents.
du ministère. Puis je vais finir tantôt avec ça en disant au ministère qu'on a besoin de leur aide dans ce sens-là. Oui, c'est sûr. Hein? Parce que je viens justement d'avoir une petite rencontre avec le ministère des Transports tantôt, on a parlé justement de ça, effectivement, les routes coûtent extrêmement cher. Oui. Puis ils ont été remises aux municipalités en 1992. Ils ont été redonnés aux municipalités, puis avec la responsabilité des entretenus, ça a donné à un moment donné, un grand coup dans le budget de toutes les municipalités. C'est sûr. Puis les petites, c'est encore plus dur parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de payer à cause de ça. Vous avez le projet bibliothèque qui est encore en cours? Oui, effectivement. Présentement, là, je t'ai rendu au niveau de la bibliothèque. C'est un 300 000. OK. Ça, c'est quelque chose que, je veux dire... Échéancier? Échéancier, c'est 2018, c'est cette année. Cette année, que la bibliothèque devrait être opérationnelle? Effectivement. Au sous-sol, en fait. C'est à Place Saint-Louis, effectivement. OK. C'est ça, effectivement. Place Saint-Louis, les locaux sont réservés pour ça, effectivement. Il y a de la place pour chez nous pour ça. Oui. Puis, en tout cas, il y a peut-être mentionné en passant aussi, il y a une bibliothèque qui existe à l'école personnage. Oui. Qu'on va s'asseoir ensemble avec la commission scolaire, s'il y a des possibilités de faire en sorte que les autres, je pense qu'ils ont demandé une demande d'agrandissement. OK. À partir de là, peut-être qu'on pourrait faire des affaires avec la commission scolaire. Il y a des rencontres de prévues dans un avenir assez Il y a un partenariat qui pourrait se développer. Ça pourrait, effectivement. OK. Effectivement. Il nous reste une minute. Oui, quels sont peut-être les principaux investissements qui s'en viennent? Les travaux, la source Pocket, c'est un 400 000 $. Oui. Ça, il faut s'assurer d'avoir l'eau potable, c'est sûr, avec une municipalité comme chez nous. Il faut s'assurer de garder nos équipements en bonne et due forme pour ne pas se ramasser à un moment donné avec un manque d'eau potable. On a aussi, à un moment donné, moi je tenais aussi à mentionner que c'est très important que le ministère ou les ministères nous aident là-dedans en termes de subventions. Il y a des programmes qui existent, mais on vient justement d'en parler après-midi lors d'une rencontre à la MRC, à savoir que ça devrait être moins compliqué pour les municipalités. Je veux dire, ils nous donnent de plus en plus d'autonomie, de plus en plus de gouvernement de proximité, mais par contre, je veux dire, nous autres, on va avoir les argents avec. Les budgets suivent. Les budgets suivront. On est en période électorale. Là, ils travaillent là-dessus, mais effectivement, on aimerait que ça continue après. C'est ça, effectivement, c'est bien important. Oui. Ça va. Moi, je pense que j'ai pas couvert un peu le gros du... je peux dire, moi, pas que la... Oui. Moi, je dois m'assurer d'obtenir l'aide du gouvernement dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est continuer à gérer la ville de la façon qui a été gérée dans les 4 dernières années, autant administratif qu'au niveau des élus. Parce que, moi, jusqu'à maintenant, je pense qu'on aurait fait des belles réalisations. Je dis souvent, on réalise beaucoup avec peu. Oui. Effectivement. Alors, merci à la population de continuer à nous appuyer là-dedans. Monsieur le maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais, merci beaucoup. Merci. Le CIUS de la capitale nationale a inauguré cette semaine les nouveaux locaux de la clinique de soins pour les anciens combattants qui souffrent d'un traumatisme lié au stress opérationnel et qui est maintenant situé sur le boulevard Lormière à Québec. Les anciens locaux sur la rue Racine à Loretteville ne répondaient plus aux besoins et à la demande. Cette clinique offre des soins et un suivi psychologique et psychiatrique aux anciens militaires de tout l'est du Québec, de Trois-Rivières aux îles de la Madeleine. Les agents de la GRC peuvent aussi être soignés à cette clinique. On en retrouve 11 du genre au Canada, dont 2 au Québec. Ces nouveaux locaux, plus vastes, plus modernes et confortables, répondent donc mieux aux besoins des anciens combattants et à leurs familles, en plus d'offrir un milieu de travail plus fonctionnel et adéquat aux spécialistes. Du personnel supplémentaire, l'ajout d'équipements et de traitements sont même à prévoir. La structure offre aussi une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ce projet annoncé par le CIUS est une collaboration entre le ministère des Anciens combattants Canada et le gouvernement du Québec. Sur le plan intervention, l'équipe de professionnels accueille et soigne d'anciens militaires qui ont subi des problèmes psychologiques reliés à leur carrière et qui nécessitent des traitements psychiatriques. Écoutons le docteur Édouard Auger, psychiatre et chef médical de la clinique TSO de Québec. Oui, je vous dirais que la majorité des patients qu'on voit ici souffrent de stress post-traumatique parce que c'est souvent relié donc à des événements qu'ils ont vécu lors de leur déploiement dans des régions hostiles. Parfois, cependant, le fait d'avoir été confronté à des événements difficiles peut amener d'autres aussi maladies. C'est pas nécessairement toujours le cas du stress post-traumatique. Donc, on va traiter aussi des gens qui vont souffrir de dépression, de troubles anxieux, de troubles de consommation de substances, etc.
Actuellement, on estime à 1100 le nombre de patients qui sont traités activement à la clinique et on compte entre 170 et 200 nouveaux patients par année depuis les 4 ou 5 dernières années. Selon le psychiatre Édouard Auger, le nombre de consultations pour des problèmes de stress opérationnel a considérablement augmenté depuis les 10 dernières années en raison des missions en zone de combat que les militaires ont vécues, dont l'Afghanistan ou la Bosnie. Malgré tout, plusieurs anciens combattants ne consultent pas pour ces blessures et espèrent s'en sortir seuls. Écoutons à nouveau le Dr Auger et on enchaîne avec l'entrevue que j'ai réalisée cette semaine par téléphone avec le psychiatre. Je dirais probablement que ça s'est amélioré beaucoup au cours des années. Il y a quand même beaucoup, les gens il y a du bouche à oreille, il y a quand même des tabous qui ont diminué, il y a quand même beaucoup plus de gens qui consultent qu'auparavant. Il y a des services aussi, il y a beaucoup plus de services qu'avant. Mais il reste que c'est pas toujours facile, et pas facile pour personne, que ce soit un militaire ou un civil, d'accepter qu'on a une blessure psychologique suite à des événements ou qu'on a une maladie psychiatrique. C'est pas la chose qu'on a plus le goût là, de dévoiler et de reconnaître. Donc, c'est certain qu'il y a des gens qui espèrent toujours, c'est parfois s'en sortir par eux-mêmes et ne pas avoir à consulter. Mais je vous dirais que cette situation-là s'améliore quand même. Oui. Comment une personne peut savoir, en fait, quels sont les symptômes que la personne vit justement quand elle est atteinte de ce problème-là, en général? Au niveau du stress post-traumatique, c'est sûr que c'est une pathologie qui est assez complexe, mais souvent, ce que les gens vont vivre, il y a plusieurs, je dirais, niveaux de symptômes. Le premier, souvent, c'est d'être pris un peu dans le passé et de toujours être préoccupé ou envahi par des événements qui ont vécu, mais associés à des émotions intenses et qui peuvent être de la culpabilité, de la colère, de la honte ou des choses comme ça. Et par la suite aussi, souvent, les gens vont développer des symptômes plus dépressifs ou des symptômes d'anxiété, des symptômes aussi qu'on pourrait appeler des impressions d'être toujours en mode de survie, donc beaucoup de vigilance, de l'impression qu'on est toujours en danger, beaucoup de réactions au moindre stresseur ou au moindre bruit. Là, parfois, on va voir des gens que, quand ils vont entendre, par exemple, des feux d'artifice, vont se cacher là, parce que leur cerveau va identifier ça comme quelque chose d'extrêmement dangereux à cause des bruits qui vont rappeler souvent les bruits qu'ils ont entendus lorsqu'ils étaient en mission. Là. Donc, il y a ces caractéristiques-là. Les gens vont être aussi souvent beaucoup plus irritables, beaucoup plus déconcentrés, des problèmes de mémoire. Donc, il y a quand même toute une panoplie là, de symptômes qui peuvent accompagner ça. Là. Oui. Et ça se guérit? Le mot guérison, dans mon domaine, c'est en psychiatrie, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser souvent. On peut rétablir les gens dans le sens que les gens s'améliorent, on améliore les symptômes, on améliore la situation, les gens reprennent une vie beaucoup plus normale. Parfois, les gens sont guéris, parfois, les gens sont très bien rétablis, parfois, il va rester des symptômes pour lesquels il va falloir apprendre à vivre avec. Donc, et à trouver des moyens donc, d'avoir une vie agréable et sereine et avoir des activités productives malgré parfois certains symptômes, parce que c'est des maladies quand même chroniques. C'est pas des maladies qui s'en vont comme ça. Si c'est là depuis quelques années, souvent ça va laisser quand même quelques petites traces. Là. Ouais. Est-ce que c'est la pharmacologie qui est la principale thérapie, en fait, pour ces gens-là? Je vous dirais que la pharmacothérapie fait partie de notre arsenal de traitement. Ce n'est pas la seule approche. C'est des approches combinées qui, pour nous, donnent les meilleurs résultats. La médication, souvent, va donner un certain répit, une diminution de l'intensité des symptômes, dans le sens que les choses vont devenir plus tolérables, mais il faut presque toujours avoir un travail qui se fait au niveau psychologique pour mieux digérer, mieux comprendre les événements qu'on a vécus, mieux apprendre aussi à
affronter les peurs que cela a créées. Hein. Souvent, on va avoir des gens qui ont de la misère à sortir de chez eux, à aller au magasin, à faire des activités du quotidien. Donc, souvent, avec des approches psychologiques, on va les amener à s'exposer et à reprendre un petit peu le contrôle, un petit peu sur leur environnement. Donc, les approches psychologiques et toutes les approches psychosociales sont extrêmement importantes. La médication est là, comme je vous dis, pour adoucir un petit peu là, le tableau, mais c'est très rare que ça va régler le tableau. Là. Okay. Oui, le gouvernement. Est-ce que c'est un suivi à court, moyen ou long terme? En général, je vous dirais, les suivis sont quand même, ça dépend qu'est-ce qu'on parle de long terme, mais je vous dirais en moyenne, on va parler de quelques à plusieurs années. Parfois, en dedans d'un an, ça dépend toujours de la sévérité de la présentation. Des fois, si c'est plus léger, ça va aller plus rapidement. Si c'est plus sévère, ça va être plus long. Mais je vous dirais, pour une présentation, je dirais moyenne, là, on pourrait parler de 2 à 3 ans facilement avant que ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas mieux, là, mais avant qu'on en arrive là, à un bon rétablissement, là, il faut parler plus en nombre d'années que de mois. Là. Oui, parfait. Alors, docteur Édouard Auger, merci beaucoup pour cet entretien. Ça me fait très plaisir. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Les citoyens de la ville de Pont-Rouge ont vécu une année 2017 festive, pleine de belles découvertes et d'activités pour tous les goûts, tous les groupes d'âge et chapeautée par une équipe de bénévoles qui ont donné cœurs et âme pour accomplir leur mission de graver à tout jamais le 150e anniversaire de la municipalité. Pour dresser un bilan des fêtes, nous accueillons le président du comité, Michel Martel, et le responsable de la programmation, Mario Larue. Bonsoir à vous deux. Merci d'être avec nous. Michel. Sentiment du devoir accompli? Oui, parce que ça a été un vrai succès. Nous avons fait des choses là, qui étaient hors du commun et nous avons, je pense, accompli des belles choses pour l'année qui vient de se terminer. Oui. Nous avons eu plusieurs beaux événements. Oui. Nous avons eu des événements aussi avec des succès de foule, dont l'ouverture, la réception de la GRC et le match des remparts. Oui. Mais ça, on peut peut-être en reparler un petit peu plus tard. Oui, mais Mario, mission accomplie? Mission accomplie. Oui. Une très belle équipe, un beau comité. On a, développé des liens, puis on s'est rendu compte qu'on était une équipe qui avait des affinités, puis chacun avait un peu ses forces. Okay, ouais, c'est ce qui a complémentaire, c'est ce qui a aidé, entre autres, à cette belle réussite-là. Ouais. Quand on prend un recul, parce que oui, 2017, c'était l'année des activités, mais vous êtes rencontrés bien avant, c'est près de 2 ans quasiment? C'est plus de 2 ans. Plus de 2 ans? On était dans la 3e année parce qu'il nous reste des choses à finir. Mais depuis 2015 qu'on se réunit, on est rendu en 2018. Ouais. Donc, mais on a eu 40 réunions du grand comité qui comptaient entre 18 et 20 personnes au cours de ces années-là, et on a eu une 60aine de réunions des sous-comités. Quand même. Fait que c'est quand même beaucoup de travail qui a été fait, mais comme disait Mario, c'était quand même fait dans la facilité puisque les gens se complémenteraient. Oui. Chaque personne avait ses forces et on allait chercher les forces de tous et chacun. Oui, parce que c'est vraiment un esprit d'équipe qui doit se développer inévitablement pour être capable de réaliser tout ça. Réaliser tout ça, on était des bénévoles, mais il faut savoir qu'on a été appuyé par les employés de la ville à 100%. Oui. On a eu des gens sur le comité. Tout l'aspect technique, hein. Quand on organise, exemple, une cérémonie d'ouverture, l'aspect technique, signer les contrats et tout ça, c'était nous qui avions eu à faire ça, ça aurait été lourd. Donc, les gens de la ville, au niveau de Cérise-et-Laudier, entre autres, je pense à Marc Voyer et Michel Godin, ont fait un travail remarquable de ce côté-là, entre autres. Oui. Ils nous ont bien appuyés par rapport à ça. Alors, c'est vraiment une belle collaboration entre votre équipe et la municipalité. Parce qu'en plus, il y avait 3 conseillers et le maire qui étaient sur notre grand comité. Donc, à ce moment-là, c'était pas trop difficile d'aller chercher une autorisation ou d'aller chercher un appui. Et la Ville nous avait donné aussi un bon appui financier. Ouais. C'était important pour nous. Ouais.
vous, en fait, avez-vous craint des fois, justement, de manquer votre coup? Il y a sûrement un stress ou une pression qui vous incombe, en fait? Effectivement, il y a un stress. Dès le départ, avec la cérémonie d'ouverture, c'est là qu'on était pour tâter le terrain, à savoir, il ne faut pas manquer notre coup. Ouais. Donc, c'était important d'être hyper bien structuré, d'avoir bien planifié nos choses pour que les gens arrivent et ils disent « Wow! Ouais. » Ils sont structurés, ils sont bien planifiés. Qu'est-ce que ça va donner le reste de l'année? Les gens avaient hâte de voir. Et on a répondu à l'appel. Ouais. Donc ça, c'était un point important. Et avec notre programmation, il y a un aspect aussi qui est important quand on parle de stress. Oui, il y a le facteur météo. Oui, bien sûr, c'est ça, le facteur météo. Les activités extérieures. Notre dîner champêtre, exemple, du samedi, on l'a remis au lendemain. Mais si le dimanche, il n'y avait plus, l'activité est annulée, c'était cancellé. On ne pouvait pas le remettre. Vous n'avez rien annulé, en fait, hein? Non. À part le dîner champêtre qu'on a remis. On a remis le dîner champêtre et on a remis l'inauguration du parc en face de Place Saint-Louis, de notre hôtel de ville, puisqu'on l'a remis d'une journée aussi, puisqu'il pleuvait. Et donc, le lendemain, on a été correct pour le faire. Ouais. Mais on n'a pas annulé d'activité en tant que telle. Ouais. Non, c'est ça. Exemple, la GRC, comme on terminait la dernière journée, la pluie, là, hein, comme on dit, là, ça tombait, là. Et il était temps qu'on termine. Qu'on ramasse le tout parce que c'était le pluie battante. Ouais. La population a bien répondu, donc... Population très bien répondue, population de Pont-Rouge, population environnante aussi, parce qu'on a eu des gens, qui provenaient d'un peu partout, certaines activités, exemple comme le carrousel, les remparts, ça venait d'un peu partout. Cérémonie d'ouverture aussi. Donc, on a une programmation, on a eu des groupes intéressants. On a quand même eu une belle équipe. Il faut savoir aussi que derrière tout ça, vous tous les médias, que ce soit les médias écrits, télévisuels, on a été bien appuyés par rapport à nos activités, les gens étaient présents aux conférences de presse, donc un gros merci à tous les médias qui ont bien voulu partager toute notre programmation et c'est ce qui nous a aidé à en faire un succès aussi. Oui, il y a les réseaux sociaux, mais il reste que la presse est importante. Les médias traditionnels sont toujours là. Oui, ils sont toujours là et aussi, comme on voulait s'adresser à toute la population, pas tout le monde est sur l'Internet, sur le web. Donc, à ce moment-là, il fallait que les gens des communications locales nous appuient et ça, c'est très bien fait. Ouais. Il faut savoir aussi, c'est qu'on avait une programmation permettant d'aller chercher la famille, aller toucher les gens au niveau sport, aller chercher les gens au niveau volet historique. Hein. Il y a eu des capsules qui ont été bâties, tout ça. Là. Donc, il y avait quand même une programmation assez large qui permettait à tous d'y trouver leur compte un peu. Là. Oui. Parlons justement du legs que vous laissez, parce que c'est important, quelque part, c'est 150 ans. Vous allez souligner peut-être le 175e, peut-être vous ou d'autres. Oui, c'est sûr. Ça prend la relève dans ces organisations-là. Mais qu'est-ce qu'on laisse justement aux citoyens de Pont-Rouge avec le 150e? Bien, on laisse, première des choses, les capsules historiques qui ont complété. On laisse aussi le parc, qui est le parc du 150e, en face de Place Saint-Louis. On va avoir une œuvre d'art qui, elle, va être inaugurée au 1er juillet 2018. OK. Et on va avoir aussi le mur des bâtisseurs qu'on est en train de développer pour laisser aussi une marque pour dire qui était là pour le 150e et qui était là avant aussi. Qui sera installé à Place Saint-Louis aussi? À Place Saint-Louis aussi. Dans le parc du 150e, il y aura le mur des bâtisseurs. Les gens peuvent d'ailleurs s'inscrire pour en faire partie actuellement. Ça va aller jusqu'au mois de mars. Et on peut acheter notre espace pour faire partie du mur des bâtisseurs de Pont-Rouge pour le 150e. Oui. On a le livre aussi qui a été écrit. Là. Oui, le livre qui... comparativement à souvent d'autres livres. Si vous fêtez le 100e, ça parle des premiers 100 ans. Là, on a fait le livre du 150e, mais les festivités du 150e sont incluses à l'intérieur. Et donc, ça complète les 150 ans et c'est disponible. Il en reste quelques-uns, à votre comité ou à l'hôtel de ville, qu'on peut se procurer à l'hôtel de ville à Pont-Rouge pour avoir un souvenir du 150e. Il y a une chose que je voudrais souligner, les couleurs du 150e ont été une marque qui va rester, je crois, parce que ça l'a vraiment marqué tout le monde et c'était fantastique en tant qu'idée et décoration. Oui. Sur le plan humain,
Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Est-ce que le sentiment d'appartenance à Pont-Rouge? Sentiment d'appartenance. La ville grossit, mais on se rend compte que, rien qu'à voir le bénévolat qui s'y fait, on voit qu'il y a encore une importance, ce sentiment d'appartenance-là. Les gens ont encore ce besoin de s'impliquer aussi. Puis on a vu des nouveaux arrivants, on a vu des gens, des nouveaux visages qui ont vu cet aspect dynamique et ont décidé de s'impliquer et d'embarquer, ne serait-ce que par leur participation. Donc je pense que de cet aspect humain-là, il était important, entre autres, l'effet de regrouper. Les activités, à chaque activité, arrivaient des gens nouveaux, des nouveaux arrivants de Pont-Rouge, mais qui n'osaient pas se mêler à certaines activités. Mais là, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, qui se sont impliqués, qui ont participé et qui nous ont félicités parce que ça leur a permis de s'impliquer. Il y a des activités qui créent des liens, ne serait-ce que, exemple, la descente en rafting. Les gens qui arrivent ne se connaissent pas, des nouveaux venus, puis ils se retrouvent dans le même bateau, partagent des émotions ensemble. Donc, c'est des gens qui se croisent par après, ne serait-ce qu'au bureau de poste ou à un autre endroit, puis ont la possibilité d'échanger. Donc, ça favorise en quelque sorte l'implication citoyenne. Ce genre de manifestation qui dure quand même un an, c'est une année complète de fêtes. On avait fait un choix de démarrer les fêtes à partir du 15 avril, puis jusqu'au 15 décembre. On s'était dit, ben oui, au lieu de partir, puis on coupait 3 mois, là, dans le fond, là, mais on savait le travail. On avait été quand même bien conseillés, on avait vu un petit peu les gens, qu'est-ce qui s'était fait à d'autres endroits. On avait fait attention pour ne pas épuiser non plus nos bénévoles. Donc on s'était dit, pour ne pas essouffler notre monde, on avait fait attention aussi au niveau de la programmation pour ne pas trop loader toutes les fins de semaine. Donc, on s'était dit, il faut être prudent par rapport. Il faut être raisonnable. Puis, on s'est dit, on va focusser sur ce qu'on a à faire. Puis, on va éviter de se préoccuper de qu'est-ce qui s'est fait ou de qu'est-ce qui se fait ailleurs. De se comparer. On est allé chercher un peu de bagage. Mais pendant les événements, on a vraiment, pendant les fêtes, on a focusé vraiment sur ce qu'on avait à faire. C'est ça. Ce qui a fait qu'on s'est concentré sur 8 grandes activités et qu'on a laissé aux organismes le loisir de fêter les 150 ans de la ville à leur façon, en les appuyant par des subventions ou des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, ça a été une façon de nous décharger parce que quand les organismes prenaient des activités, elles les accomplissaient. Et c'était fait avec brio. Si on regarde, exemple, le dîner champêtre, c'est une activité qui va probablement rester. Donc, la Corporation des lieux historiques vont prendre en charge. Il y a eu des demandes. Les gens ont dit, on aimerait ça que cette activité-là puisse revenir. Demeurer et peut-être devenir une tradition à Pont-Rouge. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui pourraient peut-être comme ça? Vite comme ça. Le rafting, par exemple. Le rafting. Ça, ce sera peut-être probablement plus un groupe, un groupe de gens qui font des activités physiques qui pourraient s'en occuper. Là. Mais, de toute façon, l'avenir répondra à ça à un moment donné. Absolument. Vous avez fêté, je pense que dernièrement, vous avez fait une activité pour les gens qui ont travaillé? Oui, on a fait une activité récemment pour remercier tous les bénévoles. Donc, on a fait une belle soirée. Les repas étaient payés par on avait payé les repas. On avait un orchestre. On a eu de l'animation à travers tout ça. Je pense que les gens ont apprécié beaucoup avec les commentaires qu'on a eus. En terminale, sur le plan budgétaire, ça arrive bien? Vous êtes content de toutes ces réalisations? Oui, on pourrait même dire qu'on a des excédents qui vont être distribués à des organismes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à certains organismes de faire une demande pour pouvoir distribuer. Il va y avoir un petit comité qui va se charger de distribuer ces sous-là. Et non d'y aller avec des organismes existants à qui on va donner les montants. On préfère que les gens arrivent avec des projets pour qu'on puisse investir dans ces projets. On avait été assez courageux d'aller chercher de bonnes subventions et on fêtait le 150 ans de Pont-Rouge au 150e anniversaire du Canada et on a été subventionnés pour ça et la Ville nous avait fourni une bonne subvention. Donc, ce qui fait qu'on arrive avec un petit surplus. Il y a un retour à la population. Et voilà. Alors, Michel Martel et Mario Larue. Merci infiniment. Félicitations pour votre belle année 2017. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. La Ville de Saint-Raymond, en collaboration avec l'Université Laval et l'organisme de bassin versant, la CAPSA, invite la population
à une rencontre d'information publique sur le dossier de la rivière Sainte-Anne et des inondations le mardi soir 13 février prochain au centre multifonctionnel. Cette rencontre qui débutera à 19h sera l'occasion de prendre connaissance des démarches réalisées depuis 2014 et d'en apprendre davantage sur les moyens qui seront mis de l'avant pour diminuer les risques d'inondation par embâcle. L'organisme Réseau Femmes et Politique municipale de la capitale nationale invite des élus, des dirigeantes ou des femmes qui s'intéressent à la vie politique municipale des MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier à une activité qui se tiendra le jeudi 1er février prochain au centre socio-culturel Anne Hébert, c'est à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. L'accueil est prévu à 17h30. Sous le thème Femmes et politique, est-ce normal si, point d'interrogation, et à travers différentes mises en situation, les participantes non élues ou élues pourront mieux s'équiper pour peut-être faire le saut en politique municipale ou maintenir son poste d'élu. Une représentante du ministère des Affaires municipales pourra aussi répondre aux différentes interrogations. L'activité est gratuite pour les membres et 10 $ pour les non-membres. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice Marie-André Lessard. Samedi dernier, au quai de Portneuf, se tenait la 15e course de la banquise, la première du circuit de la Coupe des glaces qui en compte 7. 52 équipes ont pris part au départ unique, réparties dans les classes élite masculine, élite féminine, classe compétition et dans la classe sport. On estime environ 2000 le nombre de personnes qui ont suivi la course à l'intérieur du chapiteau chauffé et autour du quai, malgré un bon vent. Avant le départ, les canotiers et les spectateurs ont observé 1 minute de silence à la mémoire du canotier décédé en entraînement à Québec au mois de décembre dernier. Dans la classe élite masculine, 12 équipes se disputaient la première place. Ainsi, l'équipe commanditée par La Tulipe a remporté les honneurs, suivie du Volvo et de la Capitale Groupe Financier en 3e position. Dans la classe élite féminine, l'équipe Archibald, le coureur nordique, a remporté la première place, suivie en 2e position de l'équipe Groupe Voyage Québec et de Bota Bota en 3e. 11 équipes ont pris part à la course chez l'élite féminine. L'équipe de canotiers représentant l'entreprise Rénovation Y Germain Construction s'est mérité la première place de la catégorie compétition qui comptait 12 équipes, suivies des canotiers de la coopération Lévis-Desjardins en 2e et de la police de la Ville de Québec en 3e. Et finalement, dans la classe sport, l'équipe de la microbrasserie des Beauprés, Biofix, a été la plus rapide, suivie en 2e du front Matec et en 3e de l'équipe livrée par navire Océan Port de Québec. On comptait 17 équipes dans la classe sport. Et c'est Rimouski qui est l'hôte de la 2e course du circuit de la Coupe des glaces ce samedi 27 janvier. Après la pause, les informations culturelles et communautaires avec Karine. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici.
Bonsoir, Karine. Bonsoir, Michel. Tout d'abord, tu nous offres des idées de sortie cette semaine. Oui, exactement. Donc, du côté de la salle Luc Plamondon de Donnacona, on vous propose le spectacle d'humour Les 4 haïssables. Ça se déroule ce samedi 27 février à 20h. Les billets qui sont en vente au coût de 29 $ et on mentionne qu'il reste encore de nombreuses places disponibles. Et le tout, on se les procure via le réseau Billetech. Ce spectacle d'humour est conçu et écrit par Mathieu Gratton. Il met en vedette 4 adolescents qui viennent dire aux adultes leurs 4 vérités. Donc, ça se promet d'être très, très amusant. En 90 minutes, les 4 haïssables qui s'adressent aux adultes leur point de vue sur une panoplie de sujets, les touchant sous le regard complice des ados. Ils sont dégourdis, intelligents, inspirants et ont des opinions tranchées et peuvent même à la fois, peut-être à la fois être corrosifs et aussi très attachants. Comme les vrais. Comme les vrais. Du côté maintenant de Saint-Marc-des-Carrières, on vous propose à la salle communautaire ce dimanche 28 janvier la présentation d'une pièce d'anthologie, Apocalypse Now, dans le cadre des présentations du cinéma répertoire qui ont lieu tout au long de cet hiver. Donc la projection qui se déroule à 14h et c'est gratuit. Du côté du cinéma Alouette de Saint-Raymond, on poursuit nos représentations des aventuriers voyageurs. Cette fois-ci, on vous propose un voyage en images vers Hawaï. Hawaï qui éveille l'imaginaire grâce à ses plages d'eau translucide, ses forêts luxuriantes, ses volcans et ses vagues de surf spectaculaires. Les aventuriers voyageurs en proposent un aperçu. 2 dates, le 29 janvier et le 1er février. Ça se déroule à 19h et le coût d'entrée est de 11 $. Tu nous parles maintenant d'une demande de subvention pour Emploi Été Canada. C'est un programme qui est accessible à plusieurs organismes. Qui est accessible autant aux OBNL qu'aux petites entreprises du secteur privé de moins de 50 employés aussi. Donc, c'est vraiment, en fait, le programme d'Emploi Été Canada qui s'inscrit dans l'expérience emploi d'été du gouvernement du Canada. C'est une subvention qui offre des contributions salariales aux employeurs afin, évidemment, de créer des emplois de qualité pour les étudiants du secondaire et aussi les étudiants post-secondaire. Donc, Emploi Été Canada qui accueille les demandes, ça peut se faire en ligne ou encore via un formulaire qu'on imprime jusqu'au 2 février prochain. En fait, les employeurs doivent s'engager à embaucher des jeunes âgés de 15 à 30 ans qui sont présentement aux études à temps plein, qui retournent d'ailleurs poursuivre leurs études à temps plein lors de la prochaine année scolaire. Les emplois sélectionnés doivent figurer parmi l'une des 5 priorités nationales. Donc, rapidement, les employeurs qui ont l'intention d'embaucher des jeunes qui appartiennent à des groupes sous-représentés, y compris les jeunes nouveaux immigrants, réfugiés, autochtones, handicapés, minorités visibles. Les petites entreprises aussi en reconnaissance de leur contribution à la création d'emplois. Les organismes qui offrent des possibilités aux communautés de langue officielle en situation minoritaire, les organismes qui offrent des services et ou soutiennent la communauté LGBTQ et aussi les opportunités dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie, des mathématiques ainsi que des technologies de l'information et des communications, particulièrement aux femmes. Bref, vous tapez Emploi Été Canada, toutes les informations sont en ligne et c'est jusqu'au 2 février pour soumettre votre candidature. Ou le député, vous pouvez appeler le député aussi. Ou le député aussi, Joël Godin. Fédéral, Joël Godin sera en mesure de vous donner le lien vers le programme d'emploi. Fonds patrimoine culture, on a encore quelques jours. Quelques jours. Donc, juste un petit rappel qu'on a jusqu'au 5 février, en fait, que vous avez jusqu'au 5 février prochain pour déposer une demande dans le cadre du Fonds patrimoine culture. Donc, rappelons que le fonds est issu de l'entente de développement culturel qui est intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC de Portneuf et qu'elle permet d'encourager et de soutenir les initiatives culturelles de la région. Ainsi, chaque année, des sommes sont rendues disponibles afin de supporter les projets culturels, évidemment, dont les objectifs là, sont en lien avec la politique culturelle de la MRC de Portneuf, politique que l'on retrouve sur le site Portneuf culturel. L'aide financière est attribuée par le Conseil de la MRC de Portneuf sur recommandation d'un comité d'analyse, donc qui est formé de représentants d'organismes partenaires et de 3 autres personnes nommées par la table de concertation culture. On souligne aussi que le financement peut être complémentaire à une autre source de financement. Pour toute question, vous contactez Mme Eliane Trottier, qui est l'agente de développement culturel à la MRC de Portneuf. Et justement, mise à jour du site portneufculturel.com. Oui, donc quand même, l'image de la MRC qui s'est refaite dernièrement, donc portneufculturel.com qui en a profité, elle aussi, pour faire une petite mise à jour. Donc,
Rappelons que la région de Portneuf bénéficie maintenant depuis quelques années d'une vitrine dédiée aux arts et au patrimoine culturel, donc via le site portneufculturel.com. Il permet de mettre en lumière la vitalité culturelle de la région et de faire connaître les individus et les organismes qui sont au cœur de cette activité effervescente. Les créateurs, travailleurs culturels, organismes de tous les domaines y sont répertoriés. Dans le même esprit, les initiatives et les événements sont publicisés de façon à ce que les Portneuvois et les visiteurs de toute provenance vraiment puissent découvrir une programmation d'activités culturelles digne d'intérêt. On vous invite à visiter évidemment le portneufculturel.com de manière régulière et inscrivez-vous aussi à l'infolettre, une autre belle manière de se tenir informé justement de la vie culturelle portneuvoise. Rappelons aussi que il y a un répertoire sur ce site-là, donc pour découvrir nos artistes, nos artisans de tous les domaines. On vous invite à consulter le répertoire. Ceux qui sont déjà inscrits, peut-être aller revoir vos fiches pour s'assurer qu'elles sont bien mises à jour. Sinon, si vous ne l'êtes pas encore et que vous êtes artiste, soit professionnel en devenir ou encore même artiste amateur, on vous invite à vraiment aller compléter votre fiche et c'est gratuit, donc une belle vitrine pour les gens de chez nous du domaine culturel. Rendez-vous des arts de Deschambault-Grondines, l'appel est en cours. Oui, donc après une année de pause quand même, le rendez-vous des arts de Deschambault-Grondines qui sera de retour en août prochain et la période d'inscription vient tout juste de débuter. Cette année, on pourra compter sur la présence du sculpteur Éric Lapointe, pas le chanteur, je vous calme tout de suite, le sculpteur très, très sympathique. Donc, Éric Lapointe qui sera... Mécanarque, je pense. Oui, exactement. Puis là, il a fait des sculptures un peu partout aussi dans la MRC. Donc, qui sera président d'honneur de l'événement de cette 11e édition qui se déroulera le 4 août 2018. Évidemment, ça se tient toujours du côté du Cap Lauzon de Deschambault. Pour plus d'informations ou encore pour vous inscrire, communiquez avec rvadg@outlook.com. Donc, rendez-vous des arts Deschambault-Grondines. Première lettre de chaque, @outlook.com. Sinon, vous pouvez aussi les suivre via Facebook. Toutes les informations s'y retrouvent. Cette fois, c'est les arts et la ville qui sont en appel de dossier. Oui, donc les prix des arts et la ville qui visent à faire rayonner dans l'espace public l'engagement culturel des municipalités, des organismes ainsi que des artistes qui œuvrent dans nos collectivités. Chaque année, grâce à nos partenaires, c'est des prix qui sont remis lors de la soirée gala qui se tient dans le cadre du colloque qui aura lieu en juin cette année du côté de Sept-Îles. Évidemment, ça bouge beaucoup dans le coin de Portneuf. On a des beaux événements qui se font. On a aussi des belles installations, des belles œuvres d'art qui prennent place. Alors, on vous invite, on vous convie vraiment à déposer votre candidature d'ici le 9 février prochain. Plusieurs prix donc, qui sont disponibles. Le prix aménagement qui s'adresse aux villes et au MRC. Citoyen de la culture, André Daigle, qui s'adresse aux OBNL impliqués au niveau culturel. Culture et développement, donc pour les villes et MRC. Artistes dans la communauté, pour les artistes qui s'impliquent, donc au niveau évidemment des artistes. Ces prix contribuent à promouvoir l'excellence des actions culturelles menées sur les territoires par nos membres. Ils sont pour les finalistes comme pour les lauréats une reconnaissance de l'excellence de leur travail qui contribue de façon admirable au bien-être des communautés. L'engouement que suscitent ceux-ci témoigne d'une vitalité culturelle dont nous pouvons être fiers. Alors, j'espère que cette année, nous pourrons voir des gens de la MRC de Portneuf parmi les gagnants, ou du moins au moins en liste pour les prix qui sont offerts par les arts et la ville. Et finalement, l'humoriste Réal Belland donnera un premier spectacle à Saint-Raymond très bientôt. Oui, donc Culture Saint-Raymond qui présentera le spectacle Faire semblant de Réal Belland au Centre multifonctionnel Roland-Dignon le jeudi 8 février prochain à compter de 20h. Les portes ouvriront à 19h et il s'agit d'un spectacle sans entracte. Il reste encore des places disponibles, donc les billets qui sont en vente du côté de la pharmacie Uniprix Picard et Simard au coût de 44 $ taxes incluses. Vous pouvez réserver vos billets en appelant directement à la pharmacie. Pour en savoir plus, écoutons une entrevue téléphonique que Michel, en fait, que toi, tu as réalisé cette semaine, chanceux, avec Réal Belland. Réal, au moment où on se parle, nous sommes le mardi matin, 23 janvier, il est 9h précisément 17. Où es-tu actuellement et quelles sont tes occupations ces temps-ci? Actuellement, je suis dans mon char, je m'en vais jouer au hockey avec ma gang. Mes activités, je fais quand même un peu de radio à Montréal. Je fais ma tournée avec mon nouveau show. Je suis en écriture pour toutes sortes d'affaires. Écoute, je suis un touche à tout, fait que je prépare une mise en scène aussi, tranquillement pas vite, fait que j'ai du plaisir. Bon, j'imagine.
Tu seras à Saint-Raymond le jeudi soir, 8 février prochain. Décris-nous un peu la structure de c'est ton 4e one-man show, en fait. Oui, 4e one-man show. C'est un show qui est beaucoup plus intime que les autres d'avant. Peut-être un petit peu moins absurde, là. Peut-être avec l'âge, là, je suis rendu à mi-quarantaine, 4 enfants. Fait que je parle beaucoup de mon quotidien, je parle beaucoup de la relation avec mes filles, je parle de la relation aussi avec le vieillissement. Je suis au milieu de ma vie, fait que je fais comme le bilan, est-ce que je suis vieux ou je suis jeune? Je parle beaucoup des réseaux sociaux aussi, parce que mon show s'appelle Faire semblant, puis les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde fait semblant sur les réseaux sociaux, donc c'est une inspiration beaucoup pour le show. Puis écoute, c'est un show qui a l'air d'une discussion de salon tant qu'à moi. Si tu veux mon avis, j'ai l'impression de recevoir le monde chez nous. OK. Et tes personnages, tu gardes quand même tes personnages? Monsieur Latreille, il revient ou... Oui, M. Latreille revient parce que ça, c'est un petit plaisir coupable pour moi. J'aime ça faire ça, M. Latreille. Je me tanne pas. Le jour que je serai tanné, je le ferai pas. Je me suis posé quand même la question, est-ce que je le ramène? Puis, écoute, j'adore le faire, puis je sens que le monde aime beaucoup quand je le fais. Fait que je continue à faire Latreille, mais c'est pas mal le seul personnage que je fais dans le show. Le reste, c'est des personnages, des voix que je vais faire, mais en stand-up. Tu sais. OK. Et sur le plan technologique, tu utilises quoi pour ce spectacle? Ben, c'est un écran qui est en arrière de moi. Donc, on utilise quand même l'écran pour les transitions, plein d'affaires. Ça bouge toujours en arrière. Je m'amuse quand même toujours avec ça. Puis, il y a aussi quelque chose de nouveau dans le show qui est bien le fun. C'est que j'ai une première partie, puis c'est ma fille qui fait la première partie. OK. Quel âge a-t-elle? 22 ans. Elle fait 3 chansons. C'est une chanteuse. Fait que c'est bien amusant de voir le monde la découvrir. Elle a un grand talent. Charlotte, si elle est avant mon show, c'est parce qu'elle est bonne, parce que sinon, les gens diraient qu'elle était là juste parce que je suis son père. Oui. Parlons justement de ton organisation. Qui t'entoure dans tes spectacles? Bien, dans mon show, étant donné que moi, je produis mon show, je fais la mise en scène du show, j'ai écrit le show avec Stéphane Lefebvre, je suis mon propre patron, là, fait que l'entourage, j'ai pas de compte à rendre à personne, c'est une grande liberté de faire ça comme ça. Je pense que je suis le seul au Québec qui produit au complet son spectacle. C'est le fun à faire. Sauve l'argent aussi. Ben, c'est plus pour la liberté, ben honnêtement. Oui, non, je comprends. Quand un producteur, tu fais plus de shows, donc tu fais plus d'argent, lui, il met plus de pubs. Mettons qu'il va presser le citron plus, donc tu vas probablement faire plus d'argent, mais peut-être que tu vas être un peu plus amoché aussi à la fin de la tournée. Oui. De combien de spectacles de fête actuellement avec justement Faire semblant? Je suis rendu à peu près à 70 shows. OK. Si je compte le rodage. OK, tu comptes le rodage aussi en même temps. Et est-ce que ça a évolué justement en 70 prestations? Est-ce que ça évolue le show lui-même? Ça évolue toujours, honnêtement. Ça n'arrête pas d'évoluer. C'est sûr que dans les 25 premiers, là, ça évolue beaucoup. Ça peut changer d'à peu près 25 à peu près par rapport à l'écriture quand on l'a pas testé. Puis après ça, il y a tout le temps des petits gags qu'on enlève ou qu'on rajoute à chaque soir. C'est la beauté de faire du stand-up et de ne pas dépendre de personne, d'être seul sur scène. C'est sûr. Toi, tu réécoutes ton spectacle, tu t'analyses ou comment justement tu amènes les différentes améliorations, si on veut? Moi, j'y vais avec les rires, tout simplement. J'y vais vraiment avec mon instinct. Si je sens que les gens aiment ça, rient bien, puis moi, j'ai du plaisir à faire le gag, je vais poursuivre. Si jamais je sens que moi, j'aime plus ou moins le gag, puis les gens aussi ne me suivent pas là-dedans, ben, c'est automatiquement enlevé du show. Des fois, je sens qu'un gag n'est pas tout à fait à point, fait que je peux chercher pendant plusieurs soirs à trouver une formulation pour que le gag soit drôle. C'est vraiment mathématique, l'humour. Les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est scientifique, cartésien et mathématique. Oui, c'est des petites scènes, en fait, très courtes. Oui, exactement. C'est beaucoup question de timing. Il y a 1001 facteurs pour lesquels un gag marche ou marche pas. Oui. Ta clientèle, justement, tu vises qui exactement? Plus les jeunes, plus âgés ou comment tu vois ça? Écoute, j'ai jamais pensé à viser un public en tant que tel. J'ai l'impression que quand on écrit, on vise à peu près 15 ans plus jeune et 15 ans plus vieux que notre âge. Ouais. C'est à peu près ça qu'on vise. Comme j'ai 45, j'ai l'impression que mon public a entre
mettons 25 et 60, j'ai l'impression que c'est mon public, mais il y en a des plus jeunes puis des plus vieux aussi, tu sais. Mais le cœur de mon public devrait être 15 ans plus jeune et 15 ans plus vieux que moi. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais des prestations, tu fais de l'humour? Ça va faire 30 ans au mois de juin. OK. Parle-nous un peu de ton évolution, justement, d'humoriste. Bon, les mentalités changent, les cultures s'adaptent aussi, québécoises. Quelle est ton évolution depuis le début jusqu'en 2018? Là? Quels sont les faits marquants, en fait, là, de ton humour, les changements importants? Bien, premièrement, quand j'ai commencé à faire de la mise en scène, puisque j'en fais beaucoup de la mise en scène, j'ai fait de la mise en scène de Phil Roy, Dominique Paquet, pour les gens qui ne savent pas ça, Anthony Cavana. Ça m'a permis, surtout avec Phil Roy, de comprendre. J'en ai fait beaucoup dans les galas à Montréal, à Juste pour rire, tout ça. Fait que j'ai vu beaucoup de jeunes passer. Ça m'a permis de m'ajuster aussi, parce que les jeunes sont beaucoup plus... c'est plus rapide, le débit est plus rapide, ils ont plus de gags sur 1h30 de show. Fait que ça m'a permis d'essayer d'aller à côté ces jeunes-là. Puis ça m'a servi beaucoup dans ma carrière. Puis avant ça, moi, j'ai pas un parcours comme les autres, dans le sens où moi, je suis plus... j'ai étudié en théâtre, je suis diplômé en théâtre à Lionel Gros, donc je pars pas du milieu de l'humour, mais par contre, j'ai l'impression d'avoir appris mon métier avec mon père qui était Tigus de Tigus. Ben oui. Que j'ai suivi pendant de l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans, jusqu'à son décès. Donc, pendant 7 ans, moi, j'ai suivi mon père. J'ai l'impression d'avoir appris mon métier dans la coulisse. Fait que j'ai pas un parcours traditionnel. Oui. Et peut-être en terminant, Réal, comment tu vois ton avenir, justement, tes projets à court terme, là, comment tu te projettes? Bien, je veux continuer de toucher à tout. Ça, c'est sûr et certain. Je veux continuer à être maître de mes affaires. Ça, c'est sûr, là, d'essayer d'avoir le moins possible de filtres pour que le gag soit le plus foncé à l'autre bout. Je sais pas si tu comprends. J'ai pas le goût que tout le monde se mêle de mes affaires trop souvent. J'aime ça, avoir une liberté. Mais j'ai le goût de continuer à faire de la mise en scène beaucoup en arrière-scène, de plus en plus en vieillissant, mais ça ne m'empêchera pas de faire un show par-ci par-là. Ouais. Est-ce qu'un 5e s'en vient bientôt? Écoute, celui-là, j'en ai encore pour 2 ans et demi, fait que je suis pas encore là. Je sais qu'il y a des humoristes qui font les deux, là, qui font un show puis qui sont en train d'écrire un autre pendant ce temps-là. Moi, je trouve que le bonheur de faire un show sans en avoir un autre en tête, c'est vraiment le fun. Fait que je me laisse la liberté encore de faire celui-là puis de pas penser au prochain. Oui, c'est sûr. De toute façon, tu l'améliores à chaque fois. Oui, j'ai du plaisir à faire ça. Super. Alors, Réal, donc, c'est un rendez-vous à Saint-Raymond. Première fois à Saint-Raymond pour toi? Première fois à Saint-Raymond, effectivement, j'ai vraiment hâte. OK. 8 février prochain en soirée. Oui, je vais être là. J'ai hâte que le monde voit le show. Écoute, c'est un show pas d'entraque, ça passe vite. J'ai vraiment, vraiment hâte de venir vous le présenter. Ben, Réal Belland, merci beaucoup de cet entretien. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée. Bye. Bye. Près de 300 nageurs et nageuses se donnent rendez-vous en fin de semaine, samedi et dimanche, 27 et 28 février, à la piscine Lynn Beaumont de Pont-Rouge pour la traditionnelle compétition provinciale du club unique. Des jeunes âgés entre 7 et 16 ans se mesureront dans les différentes épreuves de la compétition. Soulignons que le nouveau tableau indicateur permet maintenant aux nageurs et spectateurs de voir en direct les temps des athlètes. Au lac Sept-Îles à Saint-Raymond, ce samedi 27 janvier, se tient le rendez-vous hivernal Lac Sept-Îles en fête devant le club nautique. Le défi des familles en hockey bottine est de retour cette année. En nouveauté, 2 gros chevaux tireront des carrioles, dont la carriole du Père Noël, en plus des petits chevaux pour des randonnées sur selle. Animation toute la journée entre 10h et 15h. Feu de camp, patins, glissades et jeux gonflables, essais de fat bike et autres activités pour toute la famille, sans oublier le ballon de carnaval et la vente de la bougie. À l'intérieur du club nautique, on retrouvera une mini foire du livre usagé ainsi que des vêtements de la nouvelle collection de José Dion. Rappelons que les amateurs de patins à glace peuvent profiter d'un sentier entretenu sur le lac Sept-Îles d'une longueur cette année de 10,2 km. Les gens de Tourisme Ottawa se targuent à faire la promotion de leur plus grande patinoire au monde avec 7,8
km. Et la station de ski Saint-Raymond sera ouverte ce vendredi 26 janvier, journée pédagogique au calendrier de la commission scolaire de Portneuf de 10h à 21h. Le secteur des glissades sera ouvert de 10h à 16h. Il est toujours possible pour des groupes de réserver les glissades en soirée. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de Ski Saint-Raymond via le site de la ville de Saint-Raymond. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Karine, merci à Stéphane, Tony et Philippe à la régie. Merci de nous suivre via la télévision et sur le web. Nos émissions sont en rediffusion sur notre site web ainsi que la programmation et plusieurs clips sont disponibles sur notre page Facebook. On se laisse avec des images de la course en canot qui se tenait samedi dernier au quai de Portneuf. Bonne semaine.